Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Hoffman France. Je suis Eric Schegg, responsable marketing adjoint, et j'ai le plaisir de co-animer avec Didier Luquin, notre expert e-business, ce nouveau webinaire basé sur la digitalisation des processus d'acquisition. Bonjour Didier. Bonjour Eric. Alors, vous avez rejoint ce webinaire en mode écoute seul, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de ce webinaire et nous garderons un temps dédié à répondre à l'ensemble de vos questions. Pour ce faire, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez un petit panneau de contrôle, et je vous l'ai indiqué ici en bleu, dans lequel vous pourrez poser ici toutes vos questions que nous traiterons à la fin de ce webinaire. D'autre part, vous avez également des documents mis à votre disposition dans la rubrique documents à distribuer, à savoir le support de présentation que Didier vous présentera d'ici quelques instants, mais également une plaquette vous présentant les solutions Hoffman sur la digitalisation de vos processus d'acquisition. Donc ces documents sont disponibles en téléchargement durant tout le webinaire, donc n'hésitez pas à les récupérer dès que possible. Avant de transmettre la main à Didier, je voulais simplement lancer un rapide sondage afin de savoir si dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez déjà passé une commande électronique? Alors pour ce faire, je vous invite à répondre à ce sondage qui s'est affiché à l'écran en répondant simplement oui si vous avez déjà passé une commande à titre personnel ou non. On se laisse encore quelques secondes. Je vois que énormément de monde a déjà répondu. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà passé une commande électronique dans le cadre de votre vie personnelle? Encore 5 secondes pour pouvoir y répondre. OK, très bien. Donc, je vais directement afficher les résultats du sondage, Didier. Donc, vous pouvez voir qu'à une majorité écrasante, oui, tous les participants ont déjà passé au moins une commande électronique dans le cadre de leur activité personnelle. Il est maintenant temps pour moi de laisser la parole à Didier pour animer ce webinaire consacré à la digitalisation des processus d'acquisition. Didier, je te laisse la main. À tout de suite. Ok, merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Eric, effectivement, je m'appelle Didier Luquin. Certains, je crois, d'entre vous me connaissent déjà. Pour les autres, ma foi, on va avoir trois quarts d'heure pour faire connaissance, même si c'est une connaissance digitale, à distance, par visioconférence interposée, mais ça peut se faire aussi. Je vais m'attacher pendant ces trois quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Je vais m'attacher à faire en sorte à la fin de ce webinaire, vous ayez tous et toutes le sentiment d'avoir investi votre temps utilement et de manière profitable. Voilà, on va passer à la première diapositive sur laquelle on va peut-être s'arrêter un petit peu. Ok, commençons par nous arrêter 2 secondes sur cette diapositive, qui est la diapositive d'entrée. Donc, nous allons effectivement discuter d'un thème général qui traite de l'e-business, du commerce électronique. Donc, dans nos affaires, puisque nous travaillons de société à société, on parle de B2B. Donc, on va plus particulièrement se focaliser sur effectivement le thème du séminaire et la digitalisation des processus d'acquisition. Donc, on va voir que c'est un changement qui est absolument inéluctable dans le monde moderne qui est le nôtre. Pour autant, il ne faut pas en avoir peur, puisqu'en fait, ce changement mène vers un véritable gisement de compétitivité en termes de réduction de coûts de ces fameux processus. On va le voir au travers du webinaire, sous quelle forme. Alors effectivement, le monde dans lequel on évolue est un monde qui est en perpétuelle évolution et change de manière très rapide sous l'effet des technologies modernes qui se succèdent les unes derrière les autres à une vitesse de plus en plus affolante. Voilà un petit exemple qui est véritablement sans commentaire, qui se passe de commentaires. Ici, nous sommes sur la place San Pietro à Rome en 2005, lors de l'allocution du pape. Et puis cette même photographie quelques années plus tard. On voit également ici sur la deuxième photographie en 2013, on voit la manière dont effectivement l'espèce humaine que nous sommes, les êtres humains,
nous accaparons à vitesse grand V de toutes ces technologies digitales qui sortent de manière rapide, et on se les accapare d'autant plus qu'elles apportent une valeur ajoutée importante dans notre quotidien. Alors juste pour rire, mais sur la photographie de gauche, on voyait qu'en 2005, il y avait quand même quelqu'un qui possédait déjà un petit appareil de photographie numérique, toute petite taille. Alors on va effectivement vers une mutation numérique, une mutation numérique absolument inéluctable, comme je le disais, donc rien ne l'arrêtera et rien ne l'arrête. Là, on va revenir quelques années en arrière, début du 19e siècle, avec Charles Darwin, qui disait que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc on parle ici de flexibilité, d'agilité, etc. Eh bien, cette règle-là qui vaut pour les êtres humains, elle vaut également pour les entreprises, exactement de la même manière. Les entreprises n'échappent pas à cette règle. Leur survie passe par la transformation numérique. Les sociétés qui ne comprennent pas les enjeux de cette transformation numérique, malheureusement, disparaîtront, comme certaines espèces animales qui n'ont pas su à un moment donné ou à un autre s'adapter à une transformation nécessaire. Ça devient un critère de sélection naturelle. Alors on se rapproche du thème du webinaire. On est parti d'un petit peu loin, comme vous l'avez vu. Donc on va parler des processus d'acquisition et on va constater dans un premier temps qu'en général, effectivement, ces processus sont longs et coûteux. Alors pour étayer ma présentation, voici un schéma qui a été fait. Je vous laisse prendre le temps d'essayer de regarder comment fonctionne ce schéma. Je ne vais pas vous laisser trop de temps parce qu'en fait, ce schéma, il est fait pour expliquer qu'il est incompréhensible, ce schéma, en fait. Pour autant, vous reconnaissez souvent dans le cadre de l'exercice de vos fonctions au sein de vos entreprises que, effectivement, le chemin qui va de la demande d'un produit jusqu'à sa livraison avec toutes les étapes intermédiaires peut être parfois un chemin semé d'embûches et très très compliqué. On s'y perd parfois. C'est très très long, donc effectivement, et toutes ces étapes en fait de validation du processus d'acquisition sont des étapes que vous êtes obligé de payer. À chaque fois, vous devez payer pour valider une étape et passer à la suivante. Donc ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent tout ça. Alors, si on examine les problèmes qui sont liés à l'acquisition des articles de classe C, donc là j'ouvre déjà une première analyse autour d'une famille de matériel bien particulier. Pour certaines ou certains d'entre vous, cette dénomination d'article de classe C parle très certainement sous les noms de MRO, d'achats indirects ou de frais généraux. Ça veut dire un petit peu la même chose, tout ça. On va se focaliser plus particulièrement sur ces articles-là. Alors, partons d'une analyse qui a été faite après-guerre par un économiste italien qui s'est amusé en fait à analyser les achats et les dépenses qui sont engagés par une entreprise de manière quotidienne, je dirais. Et donc, il a analysé les produits qui étaient achetés et il a commencé par classer certains articles dans une catégorie qu'il a appelée les articles de classe A, qui pesaient pour 75% des dépenses engagées par l'entreprise. Dans les entreprises, par exemple, comme celles qui sont les vôtres, dans le milieu de l'usinage ou de la fabrication mécanique, on va y retrouver essentiellement de la matière première. Ensuite, il a identifié une deuxième catégorie de produits qui pesaient encore jusqu'à 20% des dépenses, donc relativement important, qu'il a appelé les articles de classe B. Cette fois-ci, on y retrouve par exemple du matériel informatique, des immobilisations, des biens mobiliers ou immobiliers, etc. Et puis, par analyse et par identification finale, il lui restait une dernière catégorie d'articles qu'il a appelés les articles de classe C, qui ne pèsent, eux, que 5% des dépenses engagées pour l'entreprise. Alors, il ne s'est pas arrêté à ce stade parce qu'en fait, il s'est amusé ensuite à regarder et à croiser cette information-là sous l'angle de trois critères particuliers que sont le nombre des commandes engagées, le nombre de fournisseurs nécessaires à avoir ou à gérer et le nombre d'articles que ça a nécessité en gestion interne.
Et c'est là qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement particulier et d'extrêmement important qui est au cœur de l'analyse qui est la nôtre aujourd'hui. Eh bien, il s'est rendu compte que la plus faible partie du volume d'achat génère les coûts de processus d'acquisition les plus importants. Ah oui, c'est l'approvisionnement et l'achat, l'acquisition de ces 5% d'articles qui pèsent le plus lourd dans les coûts de processus et dans les dépenses engagées par l'entreprise. Donc ça, c'est particulier. Donc, hein, et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir réduire précisément ces coûts d'acquisition sur ces articles de classe C. Alors, si on détaille un tout petit peu les facteurs de coût qui entrent en ligne de compte, on en a vu déjà trois, là, en parlant des nombres de commandes, du nombre de fournisseurs et puis des nombres d'articles à gérer. Si on détaille ça un petit peu plus, hein, de manière synthétique, on va effectivement retrouver le nombre de commandes, mais le nombre de commandes, c'est un facteur intéressant, mais celui-ci me paraît plus pertinent, c'est-à-dire le nombre de lignes par commande. Hein. En effet, passer une commande euh, pour 5 tonnes d'acier inoxydable avec une ligne de commande, bah, ça coûte moins cher que passer une commande avec 250 lignes de commande, par exemple, hein, évidemment. La réception du marchandise, bon, bah, là aussi, on imagine que plus on a de commandes à passer, plus on va avoir de réception de marchandises derrière qui va engendrer des coûts. Les entrées en stock, les sorties en stock, hein, je passe rapidement, hein, la réception des factures, hein, toute la partie facturation derrière, pardon, le contrôle de ces mêmes factures, la comptabilisation et puis les règlements. Hein, donc voilà. Donc tout ça, effectivement, ce sont les facteurs de coûts principaux hein, qui expliquent le fait que la gestion de ces processus soit très onéreux. Hein. Je pense que vous vous retrouvez tous plus ou moins dans cette liste-là. Hein. Alors, si maintenant on s'amuse à faire un comparatif entre les coûts associés à un processus traditionnel de passation de commande comparativement à un processus digitalisé, qu'est-ce qu'on va observer en termes de coûts? Bon, le titre de la diapositive, je pense, vous mène un peu vers la solution. Hein. Il y a un avantage économique évident à la digitalisation, on va le voir. Hein. Donc, dans un processus traditionnel, on va avoir une décomposition qui va nous amener à une moyenne qui tourne aux alentours de 150 euros. Retenez que passer une commande de manière traditionnelle coûte environ 150 euros le processus. Hein, depuis la création de la demande d'achat jusqu'à la comptabilisation et au règlement avec les différentes étapes que vous voyez figurer sur la partie gauche des blocs. Hein. Alors maintenant, si on compare ça avec une solution digitalisée, qu'est-ce que l'on va obtenir sur le premier bloc? On a quelque chose qui est coupé en deux pratiquement avec des solutions soit de système d'eProc, d'eShop, Simple System, on voit certaines choses qui apparaissent ici, des commandes électroniques, des accusés de réception électronique, etc. Dans un deuxième temps ici, tout ce qui touche à l'entrée ou à la sortie de matériel, on va parler du BL électronique, voire même de Tool 24, on en parlera dans le cadre de la gestion de certains articles de classe C. Et puis au niveau facturation, là aussi on coupe encore une fois en deux le coût du processus. Donc retenez d'une manière générale qu'on va passer de l'ordre de 150 euros à environ 75 euros pour un processus qui sera digitalisé. Donc un facteur de 2 hein, sur les coûts de processus. Hein. J'attire également votre attention sur le fait que la durée de gestion du processus de manière traditionnelle va être extrêmement raccourcie sur un processus digitalisé. Hein. Ici, je n'ai pas voulu indiquer le temps nécessaire à gérer un processus dans le cadre d'un travail traditionnel hein, par rapport à un processus digitalisé, où là j'ai mis qu'on pouvait aller jusqu'à 2 jours hein, si le fournisseur est capable de livrer en 48 heures. Hein, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça c'est très très important. Hein, 150, 75, retenez bien. Alors quels vont être les objectifs recherchés justement dans la mise en place et dans le déploiement d'une politique digitalisée d'acquisition? Là aussi, si on doit résumer ces objectifs-là, ils sont au nombre de 3. Le premier, vous l'avez compris, c'est bien sûr une recherche en vue de réduire le délai d'approvisionnement. Ça, c'est très très important. Raccourcir le délai de traitement de l'acquisition, de la commande. Donc réduire la durée du processus. Réduire également les coûts d'approvisionnement. Ça aussi, on l'a vu, puisque on l'a dit, c'était long, mais c'était aussi extrêmement coûteux. Donc on va s'attacher à réduire ces coûts. Donc réduire le temps de traitement de la commande, réduire les coûts de stockage également. Hein.
J'ouvre une petite fenêtre là, mais en termes d'entrée de sortie de matériel d'immobilisation, là aussi, on va pouvoir aussi, au travers d'une politique digitalisée, on va pouvoir s'appuyer plutôt sur les stocks fournisseurs que sur les propres stocks qu'on aurait à gérer en interne. Ça va être intéressant également du point de vue de la récupération des mètres carrés afin de produire de la richesse plutôt que de stocker du matériel. Et en troisième lieu, donc on va chercher à améliorer et sécuriser l'approvisionnement. Donc là, il y a deux termes différents, hein, l'amélioration et la sécurisation du processus d'approvisionnement. Donc, fiabiliser les délais de livraison et minimiser les erreurs de commande en évitant tout problème de rupture de flux de l'information. On y reviendra dans une diapositive par la suite. Alors, en quoi, effectivement, digitaliser ces processus d'acquisition peut apparaître comme un véritable gisement de compétitivité, en fait, en termes d'opportunités de gain? Prenons un exemple simple d'une commande de l'ordre de 150 € et voyons ce que ça donne. Alors, dans le cadre d'un processus traditionnel, le coût direct, c'est-à-dire le montant du prix de l'article sur la facture qui apparaît, est de 150 €. Associé à ça, on l'a vu, le coût indirect de la gestion du processus, on met encore un billet de 150 € derrière. Ce qui veut dire qu'acquérir un article d'un montant de 150 € ne me coûte pas 150 €, mais me coûte 300 € dans un processus d'acquisition traditionnel. La comparaison donc avec le processus digitalisé, le coût direct, lui, il est au minimum égal à 150 €. Je dirais que dans le cadre de relations commerciales traditionnelles tels que ceux que nous avons nous avec nos clients, ce coût serait inférieur puisque si le client nous envoie, lui, des commandes digitalisées, nous, on va également faire des économies en termes de coûts de traitement de ces données, puisqu'elles seront directement injectées dans notre ERP sans qu'une opératrice ou un opérateur de saisie ne les ressaisisse. Donc, c'est très fréquent que nous accordons des remises complémentaires supplémentaires aux clients qui nous passent des commandes électroniques. Donc ici, je me suis posé dans la situation la plus défavorable en considérant que le coût direct était égal au coût direct dans les deux processus, que ce soit traditionnel ou digitalisé. Mais encore une fois, dans le cas d'un processus digitalisé, ce coût de 150 € serait inférieur. Alors on l'a vu, donc le processus indirect, ensuite le coût indirect est égal à 75 € cette fois-ci. Donc si on calcule bien, on arrive à 225 €, soit un gain possible de 25% sur le coût d'acquisition global. 25%. Si vous connaissez un banquier qui rémunère votre argent à 25%, je serais très heureux que vous me communiquiez ces informations parce que j'irai tout de suite placer mon argent chez lui. C'est vraiment très important comme gain possible. Donc entre la situation d'un client qui traite de manière traditionnelle ces processus d'acquisition et ce même client qui viendrait à les passer de manière digitalisée, c'est un petit peu comme si ce client était assis sur une petite mine d'or en quelque sorte, mais il ne le sait pas encore en fait. Elle est là, il suffit juste d'aller la récupérer. Donc on peut bien imaginer que effectivement ces 25% de différence peuvent être utilisés à bon escient parallèlement si on récupère ces économies pour acheter des machines ou être plus performant sur son propre marché en termes de compétitivité. Si on s'amuse à faire un petit calcul sur une société qui passerait 2000 commandes par an, 2000 commandes par an à 300 €, ça nous emmène à 150 €, pardon, ça nous amène à 300 000 € de dépenses rien que pour les coûts de processus. On l'a vu, donc on divise par deux pour avoir les coûts de processus digitalisés en parallèle. Donc ça nous fait quand même 150 000 € d'économie sur 2000 commandes passées. 150 000, c'est pas une paille. Donc ceci pour 2000 commandes. Donc je vous laisserai le soin de faire le calcul tout à chacun en fonction du nombre de commandes que vous passez dans vos propres établissements. Mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement, l'argent économisé peut tout simplement être utilisé ensuite pour acheter des machines ou encore une fois être plus compétitif. C'est en ce sens qu'on parle de gisement de compétitivité. On va trouver un endroit dans la société sur un processus particulier qui permet d'être amélioré en vue de réaliser des économies et être plus compétitif. Voilà. Alors,
Pour parler plus généralement maintenant des technologies qui sont utilisées pour digitaliser ces processus, je voudrais d'abord vous expliquer que ces technologies sont diverses et variées et qu'en fait, elles sont adaptées à différentes catégories, là encore, de matériel ou d'outillage ou d'outils, hein. Et là, on repart à nouveau dans une analyse d'un autre Italien qui est bien connu, qui s'appelait Monsieur Pareto, hein. Si on s'amuse donc à faire une analyse de Pareto des articles de classe C que l'on consomme au quotidien dans son entreprise, on va pouvoir identifier donc à la gauche de la courbe les articles qui sont les plus consommés jusqu'à la droite ceux qui le sont le moins. Donc l'intérêt du Pareto ici, c'est d'identifier bien sûr les 20-80, c'est-à-dire les 20% des articles qui représentent 80% de mes consommations. Ces articles-là, de manière générale, vont très souvent être liés de manière très très proche en fait à la production et à la production de richesse de l'entreprise. Dans bon nombre de cas, ces 20% d'articles sont très souvent codifiés dans les propres ERP des clients ou des industriels, hein, qui les gardent sous contrôle important, hein. Et par opposition, donc on a une autre gamme d'articles qui ne font pas partie des 20-80 qu'on va appeler pour le coup des articles à achat baroque. On va appeler ça comme ça, des achats baroques. Alors, la première catégorie, les 20-80, quelle va être la technologie utilisée pour digitaliser les processus d'acquisition? Eh bien, en fait, ce sont des armoires de gestion automatisées. Ici, on le voit avec cette photographie, on présente notre gamme d'armoires automatisées garantes tout le 24, hein. Donc, je vous le rappelle, effectivement, ces armoires sont utilisées pour enregistrer le stockage et puis la distribution des matériels les plus fréquemment consommés et au passage faire des calculs tout simplement pour savoir quelles sont les quantités qu'il sont nécessaires de repasser en commande. Et tout ça se fait de manière digitalisée puisque c'est un ordinateur qui pilote ces armoires, hein. Donc on peut aussi les interfacer avec un ERP ou envoyer directement des commandes chez ses fournisseurs de manière digitalisée, donc en EDI, pour que les fournisseurs également les absorbent directement dans leur propre ERP. Donc voilà, on va utiliser les armoires de gestion automatisées pour les 20-80. D'accord? Ensuite, pour les articles baroques, eh bien, on va tout simplement déployer soit des accès à des catalogues électroniques ou à des places de marché, tout simplement, pour l'approvisionnement de ces articles, encore une fois, dits et considérés comme baroques. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est très important. À ce jour, je pense pouvoir dire que l'entreprise Hoffmann dans notre métier, en tout cas, qui est celui de fourniture d'outillage à destination des industriels et de la production, on a certainement une offre produit et technologique la plus large, la plus étendue, et très certainement également un niveau d'expertise et de compétences les plus avancés en la matière. Alors, je vais laisser la parole à Eric parce que je crois qu'il y a une petite question à poser. Oui, tout à fait Didier, merci. Nous avons posé la question tout à l'heure dans le cadre de votre vie personnelle, est-ce que vous avez déjà passé une commande électronique? Et maintenant, je souhaitais lancer un nouveau sondage très rapide vis-à-vis de vous, à savoir dans le cercle de votre activité professionnelle, est-ce que vous avez déjà passé une commande via un catalogue électronique? Donc avant, on était sur la partie personnelle et maintenant sur la partie professionnelle. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Dans le cadre de votre activité professionnelle, est-ce que vous avez déjà passé une commande via un catalogue électronique? Alors, je vois qu'on est dans les mêmes, quasiment dans les mêmes proportions que la partie personnelle. Je vous laisse encore 5 secondes pour répondre. OK, je vois que tout le monde a répondu. Je vais maintenant partager les résultats avec vous. Et vous pouvez voir que au niveau de des résultats, eh ben, 77% Je n'ai d'entre pas vous, l'écran. Je n'ai pas ah, l'écran vous là, on n'avez n'a pas pas, l'écran. pardon, voilà, je vais le partager maintenant. Merci Didier. Donc, comme vous pouvez le Ouais. voir à l'écran, 77% d'entre vous ont déjà passé une commande via un catalogue électronique dans le cadre de votre activité professionnelle. Pour rappel, on était tout à l'heure à 88% dans le cadre d'une activité personnelle et maintenant 77% dans le cadre d'une activité professionnelle. Je te redonne la main, Didier, pour la suite de ta présentation. Alors, juste quelques mots de ma part concernant l'examen de ces deux petites questions-là et la confrontation des résultats. Donc, il est intéressant de voir que la proportion
entre le particulier et le personnel est une proportion qui de plus en plus nous amène à observer la même chose en fait, hein. Ça fait 15 ans que je fais des séminaires sur la digitalisation des processus d'acquisition et je vous laisse imaginer les résultats que nous obtenions il y a 15 ans lorsque l'on posait ces deux mêmes questions, hein. Il y avait un fossé entre les premières réponses et la deuxième. Aujourd'hui, on le voit et ça rejoint ce que je disais au départ de cette présentation, à savoir que ces processus sont effectivement inéluctables et ils commencent véritablement ces processus à s'imposer de manière extrêmement massive dans le monde industriel. Et je pense très honnêtement que dans un avenir de l'ordre de 2 à 3 ans, grand maximum, la quasi-totalité des entreprises ne passeront plus de commandes autrement que de manière digitalisée, hein. Donc c'est intéressant encore une fois de confronter ces fameuses réponses et surtout par rapport à moi qui gère des séminaires depuis plus de 15 ans, on voit l'évolution. Ça, c'est très intéressant, très marqué. Ok, alors, il faut que tu me redonnes la main sur la souris. Voilà, ça fonctionne. Alors, après tout ça, donc, quels sont, en résumé, quels sont les avantages de l'approvisionnement électronique, hein, si on devait résumer un petit peu tout ça très rapidement. Donc, vous l'avez compris, hein, le premier avantage qui, lui, est vraiment un avantage massu, hein, c'est effectivement de réduire les coûts associés au processus de passation de commande, hein. Donc, comment et par quel biais? On l'a vu ensemble, donc approvisionnement direct des utilisateurs. Donc là, je rentre un petit peu dans le détail quand même. Donc effectivement, le déploiement d'une politique dématérialisée d'acquisition passe, en tout cas au niveau des services achats, par l'acceptation, hein, que l'acte qui consiste à passer une commande n'est plus nécessairement quelque chose qui est pris en charge par les services achats, mais qui va être délocalisé vers les utilisateurs. Alors pour autant, n'ayez pas peur, hein, le point numéro 2 arrive. Ça se fait au travers aussi, bien sûr, de budgétisation et de contrôle de gestion, hein. Donc, ce sont toujours les services achats qui contrôlent et qui maîtrisent les dépenses engagées par les différents utilisateurs auxquels des accès auront été donnés, hein, au niveau des catalogues, hein. Les achats restent toujours maîtres de la situation, hein. Je dirais même que c'est mieux qu'avant, puisque l'informatique leur permet d'avoir des moyens d'analyse beaucoup plus fins que dans le cadre d'un processus traditionnel où là, c'est un petit peu open bar parfois, hein. Alors, réduction des petites commandes, oui, effectivement, là aussi, on va pouvoir, même s'il y a des commandes nombreuses qui arrivent de la part des différents utilisateurs, on peut mettre en place des processus en vue de regrouper ces commandes et limiter, pourquoi pas, les nombres de commandes qui sont passées ensuite aux fournisseurs, afin de limiter les réceptions, limiter les BL, les enregistrements, etc., tout ce qui en suit, hein. Alors, réduction du nombre de fournisseurs. Oui, ça c'est important aussi. Dès qu'on va mettre en place une politique digitalisée avec des catalogues électroniques ou des plateformes de marché, les acheteurs que vous êtes allez devoir vous attacher impérativement à sélectionner vos fournisseurs, hein, pour leur capacité à vous offrir un grand nombre et un panel étendu de matériel, et donc à limiter le nombre de fournisseurs. Ceci afin de limiter le nombre de catalogues électroniques, mais ceci également vous permettant de massifier vos achats sur un nombre plus restreint de fournisseurs et donc au travers de cette massification, très certainement de mieux négocier aussi vos prix avec vos fournisseurs. Je ne devrais pas le dire, mais c'est une réalité, hein. Nous, notre travail consiste avec nos clients à récupérer leur volume, hein. Nous, ce que l'on veut, c'est les volumes d'achat de nos clients, moyennant des conditions commerciales attractives pour eux, et ceci s'inscrivant dans une démarche de partenariat à long terme, hein, tout simplement. Alors, diminution du stock et de la surface de stockage, là également, ça va dépendre du choix de vos fournisseurs, hein. Vous allez aussi choisir des fournisseurs qui vont disposer de taux de service et de taux de sécurité au niveau des livraisons qui soient les plus élevés possibles, hein. Si on prend le cas de figure de la société Hoffmann, vous vous souvenez que nous avons une organisation logistique qui nous permet de mettre en place et d'avoir un taux de service supérieur à 99,5% avec un taux d'erreur inférieur à 3 pour 1000. Donc c'est vrai qu'en général, les clients apprécient le travail avec Hoffmann parce que ils sont certains d'avoir des délais courts sur les approvisionnements et des niveaux de sécurité très élevés, hein. Ça, c'est important. Ah, donc, pas de rupture de communication, je l'ai évoqué, hein, c'est ce que j'ai dit en parlant de pas de rupture de flux.
dans le flux de communication, et donc on n'a pas d'erreur avec le digital, à l'inverse du traditionnel. Et puis moins de manipulation en réception et en comptabilité, puisque là aussi, on échangera des accusés de réception électronique de commande et des BL électroniques qui généreront dans le RP du client des pré-réceptions de matériel, etc., etc. Et au niveau de la comptabilité, ben, on gérera également de la facturation électronique, hein. Pour la petite histoire, vous devez tous être au courant que d'ici à l'orée de 2024, hein, le gouvernement Macron, donc par décret, a voté certaines lois, hein, qui vont tout simplement imposer les sociétés d'ici 2024 ou 2025, qui vont imposer les sociétés à gérer de manière obligatoire de la facturation électronique entre elles, hein. Plus aucune facturation manuelle ou traditionnelle ne sera acceptée, hein. Donc ça veut dire que dans un avenir très très proche, cette fameuse chaîne d'acquisition qui est constituée de la facturation électronique et de l'achat, bah, un des gros maillons, c'est la facturation, sera déjà fait. Donc il ne restera plus que la partie achat à faire, hein. Donc je vous invite à le faire le plus vite possible. Alors, je vais vous présenter juste là au niveau des interfaçages qui peuvent exister entre des catalogues électroniques ou des plateformes de marché et des ERP. Je vais vous présenter une solution, il y en a plusieurs. Je vais vous présenter une solution. Pourquoi celle-ci? Parce que manifestement, c'est celle qui s'impose de plus en plus sur le marché des entreprises. Donc, on parle d'interfaçage OCI, en anglais Open Catalog Interface. Donc, ces protocoles en fait d'échange et d'interfaçage ont été inventés, ou celui-ci en tout cas a été inventé au départ il y a quelques années par la société SAP, hein, donc l'éditeur de logiciels bien connu, qui est aujourd'hui tombé dans le domaine public. Donc, bon nombre bon nombre de plateformes de marché ou de RP peuvent aussi gérer ou générer des protocoles OCI, ça ne pose pas de problème. Plus généralement, on parle de punch-out, c'est le terme généralement utilisé pour préciser ce que l'on va voir et ce que je vais vous expliquer, hein. Donc, prenons l'exemple ici d'une personne qui est face à son ordinateur. Donc, il est devant son ERP, il est dans son ERP, hein. Ici se trouve le catalogue électronique sur lequel il souhaite se connecter. En l'occurrence, ici, c'est notre e-shop. Donc, on peut considérer que c'est un client Hoffman ici. Donc, depuis son ERP, il va ouvrir une passerelle qui va l'emmener directement dans l'interface du catalogue électronique sur Internet, donc de l'e-shop, hein. Donc, il voit apparaître sur son écran d'ordinateur l'interface de l'e-shop sans pour autant être sorti de son ERP SAP, par exemple, hein. Alors, ici se trouve l'entreprise Hoffman. Pour autant, une fois que cette personne a terminé son panier, lorsqu'il va valider son panier, la commande ne sera pas envoyée directement chez Hoffman, hein. Mais toutes les données des articles qui sont dans son panier vont être réintégrées directement dans son ERP pour venir générer soit une demande d'approvisionnement, soit une commande en attente de validation, ou soit une commande directement, hein. Tout ça dépendra de la manière dont l'ERP aura été paramétré. Et donc l'ERP reste toujours le maître, hein, de la situation. C'est toujours lui la tour de contrôle. Et c'est en fonction des paramétrages de l'ERP qu'on gérera ce qu'on appelle les flux d'autorisation à l'intérieur de l'ERP, hein. Donc, vous l'avez compris, le catalogue n'est utilisé comme une base de données externe, hein. C'est l'ERP qui est le maître, hein. Et donc, à la suite de cela, c'est effectivement l'ERP qui générera une commande et qui enverra une commande dans un format EDI vers le ou vers les fournisseurs. Alors, j'insiste lourdement là-dessus. Il est important que si vous déployez une politique digitalisée de passation de commandes, n'oubliez pas le dernier maillon de la chaîne. N'oubliez pas de paramétrer votre ERP pour que celui-ci génère des commandes et les envoie en EDI chez vos fournisseurs, afin que vos fournisseurs n'aient pas à ressaisir manuellement les commandes que vous leur envoyez. Sans quoi, votre solution digitale de passation de commandes, vous allez oublier un maillon faible de la chaîne. Donc ça, c'est très très important de le faire. Aujourd'hui, tous les ERP sont capables de faire de l'EDI, soyez rassurés, hein. Donc la connexion à Internet est établie depuis l'ERP, ça c'est très particulier, effectivement, dans une notion de punch-out ou d'OCI, hein, c'est un peu la même chose. Et le catalogue e-shop, en l'occurrence ici, est utilisé comme une base de données des articles avec les prix qui correspondent aux prix qui sont négociés avec le fournisseur, ici en l'occurrence le fournisseur Hoffman, mais ça pourrait être aussi un autre catalogue, hein. Donc, en conclusion de cela, avant de passer à la partie questions-réponses,
En conclusion, si on devait retenir certains points, je pense qu'il faudrait retenir ceci. En premier lieu, la digitalisation est un enjeu majeur pour les entreprises. Et je reviens sur le côté inéluctable des choses et sur le fait que les entreprises qui n'ont pas compris cet enjeu vont disparaître, c'est sûr. Les processus d'acquisition, on l'a vu et revu, sont longs et très coûteux. Ça, c'est incontournable également. Je pense que vous en êtes parfaitement conscient. Digitaliser les processus permet de réduire les coûts de moitié. Ça aussi, vous l'avez compris. La solution apportée au fait que ces processus sont longs et coûteux, c'est la digitalisation. C'est ça qu'on a inventé pour réduire ces coûts. Aujourd'hui, les solutions techniques sont disponibles et faciles à mettre en œuvre. On n'est plus il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Tout est disponible, tout existe. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas d'ERP qui soit incompatible avec un catalogue électronique ou une plateforme de marché. Ça n'existe pas, ça. Tout est compatible. Et pour ce qui nous concerne, on gérera les 2080 des articles de classe C avec nos armoires de gestion automatisées Garant Tool 24 et notre large programme d'armoires automatisées. Et les articles baroques, on va les gérer avec des catalogues électroniques, soit notre e-shop ou bien notre plateforme de marché Simple System. Voilà. Donc, je conclus là-dessus. Je vais peut-être laisser la parole à Eric ou vous dire que tout simplement, à partir de là, on va passer au jeu des questions et réponses. Pour autant, avant qu'on passe au jeu des questions et réponses, il est clair que moi, je suis à votre disposition. Comme j'ai dit au départ, certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc, si vous souhaitez véritablement démarrer un projet de digitalisation, eh ben, je serai très heureux de vous accompagner, hein, de l'origine de ce projet, de la réflexion du projet en amont jusqu'à l'accompagnement vers le déploiement d'un catalogue électronique ou d'une plateforme de marché. Si vous souhaitez travailler avec notre plateforme Simple System, je vous accompagnerai dans le déploiement de cette plateforme de marché Simple System avec vous. Et puis, avec mon collègue également du service IT, on vous accompagnera progressivement pour passer les différentes étapes de test, de validation des commandes, etc., etc. Donc, moi, je suis à votre entière disposition. Donc, j'espère simplement à la suite de cela, on pourra effectivement trouver un intérêt à faire un bout de chemin ensemble sur des projets. Voilà. Je laisse la parole à Eric rapidement avant de passer peut-être aux questions. Parfait. Merci beaucoup Didier. On va passer de suite à la partie questions, parce que nous avons effectivement quelques questions. Mais juste avant de passer à cette partie-là, je vous invite à récupérer les documents qui sont mis à votre disposition dans la partie documents à distribuer, si vous souhaitez les récupérer. Didier, j'ai tout de suite une première question. Euh, est-ce que Pardon. Hoffman propose une plateforme de marché ou sous quelle plateforme Hoffman est-elle présente aujourd'hui? Alors, la société Hoffman possède sa propre place de marché, plateforme de marché qui s'appelle Simple System, hein. J'ai utilisé ce terme-là à quelques reprises dans ce webinaire. Donc, cette plateforme de marché, elle a pour intérêt, surtout vis-à-vis de nos clients, d'être gratuite, hein. Ça, c'est son premier intérêt, c'est un intérêt financier, hein. Elle a pour deuxième intérêt également d'être très très simple d'accès. C'est pas une usine à gaz, donc ça veut dire qu'elle est accessible non seulement à des grandes entreprises, mais aussi à des entreprises de taille moyenne, voire même des petites entreprises, sans aucun problème. Elle est très très simple de fonctionnement. Elle est rapide de mise en œuvre. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de cette question, une partie qui traitait de savoir si Hoffman était présent sur d'autres places de marché. Donc, comme je vous l'ai dit, la société Hoffman traite des commandes numériques et digitalisées depuis de très nombreuses années. Ça fait 20 ans en fait qu'on traite du numérique et du digital chez Hoffman. Et à ce titre, donc, nous sommes effectivement présents sur toutes les places de marché possibles et imaginables, dans le milieu industriel en tout cas. Si par exemple un client nous aborde et travaille avec SAP et puis décide tout simplement de voir figurer le catalogue électronique de la société Hoffman ou un accès au catalogue électronique de la société Hoffman sur la plateforme de marché Ariba appartenant à SAP, pour nous, ça posera aucun problème puisque on travaille déjà avec Ariba et sur cette plateforme-là avec de nombreux autres clients grands comptes. Pour autant, si c'est une autre plateforme, c'est Coupa, si c'est j'en passe et des meilleurs, on a une expertise et une connaissance de toutes ces plateformes de marché. Ça ne posera aucun problème pour nous de travailler électroniquement avec un de nos clients qui choisirait une de ces plateformes de marché. C'est pas un souci. Ok, très bien.
Euh, une deuxième question, Didier. Tout à l'heure, tu as évoqué les armoires de gestion. L'un des participants demande est-ce que actuellement c'est des produits que nous vendons? Alors oui, bien sûr. Moi, en fait, personnellement, j'ai deux casquettes différentes au sein du département e-business et au sein de l'expertise au sein de ce département. Donc, vous l'avez compris, je gère bien sûr des projets de digitalisation au travers du déploiement de catalogues électroniques ou de plateformes de marché. Mais comme le montrait mon schéma également, je m'occupe de gérer tous les projets tous les projets d'implantation de systèmes de systèmes Tool 24, en fait, d'armoires de gestion automatisée. Donc ça va de l'analyse du projet avec le client au démarrage par rapport à la liste des articles qui sont à gérer jusqu'à l'établissement des offres de prix, négociation, installation des machines, formation sur site et suivi des clients également par la suite. Donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines de machines, plusieurs centaines de systèmes installés d'ores et déjà en France. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ces projets-là il y a maintenant, ça fait 15 ans que je suis Hoffman, donc les premiers véritables projets dont je me suis occupé jusqu'aux installations datent d'il y a plus de 10 ans. Donc je commence à avoir installé ouais, plusieurs centaines de machines dans la nature. Donc on a une très très grande expérience aussi dans ces matériels-là. Oui, c'est une chose très très D'accord. importante chez Hoffman, hein, puisqu'on gère Ok. les 20-80. Hein. Ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, Didier. Il y a quelques temps de ça, nous avons eu un webinaire dédié à nos armoires automatisées, Tool 24, garant Tool 24. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous connecter directement sur notre site Hoffman, dans la rubrique formation webinar. Vous aurez la possibilité d'accéder au replay de ce webinaire qui était dédié justement à ces armoires de distribution automatisée. J'ai une troisième question, Didier. Existe-t-il d'autres solutions que l'ECI Punch-Out? Alors oui, bien sûr, hein, l'histoire de l'informatique démarre il y a quand même bon nombre d'années, je le disais, 20-25 ans à peu près, surtout dans ces domaines du digital. Et les premières solutions utilisées étaient des solutions qui étaient basées sur des productions d'échanges de fichiers structurés, d'envoi par mail de fichiers structurés dans une boîte aux lettres quelque part chez le client pour les récupérer. Donc, on parle d'échange de fichiers structurés, hein. C'est le b.a.-ba du mariage entre des systèmes informatiques, hein, où il existe aussi, par exemple, à une certaine époque, on avait des clients qui souhaitaient développer leurs propres applicatifs en interne et qui géraient leur propre catalogue sur des univers statiques, c'est-à-dire sur leur propre serveur informatique avec des catalogues statiques hébergés et chargés directement chez eux, quoi. Mais toutes ces solutions-là ont été plus ou moins abandonnées dans le passé, tout simplement parce que elles ont été remplacées par cette fameuse solution de punch-out qu'on a évoquée auparavant, qui s'avère être beaucoup plus moderne et qui a été intégrée de manière plus ou moins spontanée maintenant dans tous les ERP dignes de ce nom, quoi, tout simplement, hein. Donc oui, il existe différentes solutions, Mhm. mais les autres solutions sont antérieures à celles dont j'ai parlé. Donc, c'est pas celle-ci qu'on va utiliser, quoi. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est qu'on est capable de répondre à toutes les demandes et à travers tous les systèmes en Voilà, place. je l'ai précisé, OK. il n'existe pas d'incompatibilité, hein. Lorsque j'ai un client qui me dit non, mon ERP, il est peut-être un peu trop ancien, on ne peut pas interfacer mon ERP avec un catalogue électronique, etc., etc. La réponse est clairement non. Technologiquement parlant, tout est faisable. Après, est-ce qu'on veut le faire et à quel coût on veut le faire? Avec quel coût de développement ou pas? Ça, c'est une autre question, hein. OK. Aujourd'hui, la Une, réponse est oui, on peut interfacer n'importe quoi, hein. super, très bonne nouvelle. Euh, une dernière question, parce que je vois que le temps file. Une Bien dernière sûr, oui. question, Didier. Est-ce qu'il est possible de générer des fichiers prix e-catalogue à intégrer à mon ERP? Alors, dans le cas, ben, ça c'est typiquement le cadre des articles les 2080 dont on parlait avant, qui sont codifiés d'ores et déjà dans le RP du client, donc de l'industriel, hein. Il va de soi que si par exemple nous travaillons avec un client donné et que ce client donné a chargé dans son ERP un grand nombre de codes articles en provenance du catalogue Hoffman, avec ses propres codifications et les nôtres d'ailleurs, hein, il va gérer la double codification dans son ERP, à la fois son code article et le nôtre. Bien évidemment, dans le cas d'une mise à jour de ces catalogues statiques,
Le client n'a seulement besoin que de nous envoyer dans une table Excel son code article dans une colonne et le nôtre. Et nous, on va y mettre à côté le prix qui correspond à notre prix de vente dans le cadre des accords commerciaux que nous avons avec ce client-là. Et il ne restera plus simplement qu'à l'informaticien du client qu'à injecter ces données dans son ERP pour mettre à jour ses prix dans son catalogue statique, on va dire, dans son catalogue, dans son ERP, tout simplement. On fait ça D'accord, 10 fois, on fait ça 4 fois par jour. Hein. d'accord, très bien. Donc quelque chose de relativement souple et de rapide. Oui, 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 c'est extrêmement rapide, c'est tout à fait simple. Hein. Damien Mutterer, Ok, notre collègue à l'informatique, fait ça tous les jours. Hein. parfait. Euh, Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire, donc on ne va pas pouvoir prendre de questions supplémentaires. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu y répondre, l'équipe e-business reviendra directement vers vous pour vous apporter les réponses à vos questions. Didier, je te remercie pour cette présentation très claire qui nous a permis de comprendre les enjeux de la digitalisation. Si vous avez d'autres questions par la suite, j'affiche les coordonnées de Didier. Vous pouvez le joindre directement et également toute l'équipe e-business se tient à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, de vos besoins. Je vous rappelle également qu'à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir une rapide enquête pour connaître votre feedback par rapport à ce webinaire. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Facebook pour être averti des prochains webinaires et de pouvoir bénéficier des replays. D'ailleurs, le replay vous sera envoyé dans le courant de cet après-midi. Et enfin, je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Et pour conclure, je souhaite simplement laisser la parole à Didier pour conclure ce webinaire en quelques mots. Donc, je vous salue bien, effectivement, toutes et tous. Hein, prenez bien soin de vous en ces périodes sanitaires compliquées. Hein, faites attention à votre santé. Ça, c'est une chose que je dis toujours de manière assez spontanée. Donc, j'espère simplement qu'à la fin de ce webinaire, hein, comme j'avais essayé de le dire en début, j'ai tenu ma promesse. Hein. J'espère que vous avez tous été attentifs et que vous avez apprécié ce webinaire et que vous avez le sentiment d'avoir investi votre temps de manière profitable. Je dirais que maintenant, c'est à vous de jouer, encore une fois, puisque moi, je ne vous vends rien. Hein. J'ai pas d'application à vous vendre. Hein. Je prends pas de commande. Hein. C'est à vous de décider de mettre en place avec les ERP qui sont les vôtres, de mettre en place, encore une fois, des passerelles avec des catalogues électroniques. Par contre, effectivement, si vous avez un besoin pour des armoires de gestion, là, je serai le premier aussi à venir vous voir. Donc, encore une fois, je me mets tout simplement à votre disposition. Revenez vers moi, que ce soit un projet Tool 24 ou un projet e-business à proprement parler, c'est-à-dire un projet de catalogue électronique ou plateforme de marché. Je serai le premier heureux à vous accompagner dans la gestion de ces projets. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention et de l'intérêt que vous nous portez. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci Didier de ton temps et de ces précisions. Je vous souhaite à tous un excellent appétit, une très bonne journée et une excellente fin de semaine. À très bientôt pour un prochain webinaire Hoffman. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.